Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui pose aujourd'hui la question sur le défi sécuritaire. L'Afrique prend-elle les bons repères? C'est la question que nous posons à nos invités sur ce plateau. Et les invités, c'est d'abord M. Antoine-Marie Moustache, qui est conseiller spécial au ministère de l'Agriculture et candidat au poste de commissaire à l'économie rurale et agriculture de l'Union africaine. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Également avec nous, Mme Marie-Louise Barichako. Elle est du mouvement de la femme et de la fille pour la paix et la sécurité. Merci, madame. Merci. Également avec nous, M. Alexis Nizeimana, qui est écrivain, qui vient du Rwanda, et également M. Edi Sabiti, journaliste, un confrère du Rwanda. Alors, on posait la question tout à l'heure avant de partir, si on peut catégoriser quand même les revendications de ceux-là qui prennent les armes et qui créent l'insécurité sur le continent africain. Et vous étiez en train de développer quelque chose, je vous laisse finir là-dessus. Justement, ce que je voulais faire comprendre, c'est que quand on crée un espace où les gens peuvent s'expliquer librement, là où les gens peuvent faire entendre leurs revendications, c'est déjà un premier pas. Et par exemple, aujourd'hui, je pense que ça serait une grave erreur que nos leaders, par exemple, puissent faire leurs agendas sans vraiment investir dans la jeunesse qui, malheureusement, on a tendance de l'oublier, de la mettre de côté. Et ce sont des dynamites pour demain, cette jeunesse-là. Ne vous en faites pas aujourd'hui. Voilà, ça peut exploser à tout moment. Ne vous en faites pas. Quelqu'un qui a 10 ans aujourd'hui, quelqu'un qui a 9 ans aujourd'hui, qui évolue dans un système où l'économie est au point mort, le côté social. La personne se sent lésée et mise de côté. Ne vous en faites pas. Ça ne sera pas le même ange que vous allez retrouver dans les 15 ou 20 prochaines années. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que l'Afrique, d'abord, puisse vraiment regarder et réexaminer, faire une introspection sur les vrais problèmes que nous avons. Je ne pense pas que si on ne tient pas compte des institutions, de créer des institutions fortes, des institutions qui vont pérennes, c'est la clé de tout. Et aussi, une chose très importante que je dois vraiment souligner là-dessus, c'est qu'il faut vraiment s'armer, il faut être fort. Moi, je suis de ceux-là qui pensent s'armer en achetant les armes ou bien s'armer comment vous le dites? Il faut s'armer en achetant des armes, mais en achetant des armes, pourquoi? Il faut voir aussi l'équilibre entre on doit être fort et où est-ce qu'on doit avoir une forte économie, on doit avoir une armée forte. Merci, M. Sabiti. Madame Barichako, je vais donner lecture de cette réaction d'un téléspectateur qui dit ceci. Il s'appelle Mohamed Kamara. Il nous écrit de Conakry en Guinée. Il dit, pour en finir avec ces attaques armées en Afrique, il faut instaurer la démocratie et la bonne gouvernance dans tous les pays. C'est le manque de démocratie et la liberté d'expression qui sont les raisons principales de création de groupes armés. Est-ce que vous partagez l'avis de ce téléspectateur? Bon, oui, la démocratie, la bonne gouvernance, le leadership visionnaire, la loi, l'état de droit, la primauté du droit, je suis d'accord que ce sont vraiment des préalables pour qu'il y ait un climat de paix, de sécurité dans tous les pays. Je pense qu'il ne sert à rien de se faire des illusions en pensant qu'on peut imposer la paix, la sécurité par la force. Il n'y a pas moyen. C'est vraiment en donnant à la population l'opportunité de s'approprier la gestion de leur pays et de voir que leur pays leur profite, que c'est un espace d'épanouissement, comme je disais tout à l'heure. C'est la seule manière de garantir la paix et la sécurité. Donc pour moi, c'est vrai, la démocratie telle que l'Afrique peut la définir, taillée aux conditions de l'Afrique, le leadership, la bonne gouvernance. Quand on dit démocratie, ce n'est pas la démocratie comme le définissent les États-Unis ou la France ou la Grande-Bretagne. Il faut contextualiser notre démocratie. Notre démocratie qui répond à nos besoins et qui tient compte de cette femme du marché, de ce jeune qui n'est même pas allé à l'école, de ce commerçant du marché de l'intérieur du pays, qui tient compte des besoins de tout ce monde-là et qui répond à ses besoins. Je crois que c'est la seule façon
qu'on pourra assurer la paix et la sécurité. Monsieur Nzeimana, quelles sont les conditions que pose la démocratie occidentale que l'Afrique n'est pas capable de respecter, par exemple? Soyons très concrets. Ok. Vous voyez, par exemple, en Occident, lorsqu'on parle de démocratie, à ce qui concerne la gouvernance ou bien l'alternance politique, vous gagnez les élections, vous prenez tout. Et l'autre attend. Ici, en Afrique, il serait mieux qu'on partage. Vous gagnez à quel pourcentage et l'autre à quel pourcentage, et vous partagez le pouvoir et vous travaillez ensemble. Ce sont les oppositions, je dirais, à l'extrême. Si vous avez un parti politique en opposition, ils font des grèves, ils font des manifestations, ils détruisent, alors qu'ils détruisent même des infrastructures, alors qu'ici en Afrique, pour mettre en place une infrastructure, il faut suer. Mais quand vous parlez de démocratie tropicalisée, je vous dis, dès que quelqu'un va aux élections, il échoue. Qu'est-ce qui l'empêche de se mettre de côté et d'attendre la prochaine élection et de postuler encore? Qu'est-ce qui empêche l'Africain de faire pareil? Le problème, c'est que ici en Afrique, on n'a pas cette culture, cette mentalité de concevoir les choses. Si on considère sur le plan du travail, les hommes politiques, ce sont eux qui sont des millionnaires. Ce qui empêche les gens d'attendre, ils disent que celui-ci, il obtient un mandat. Peut-être qu'après son mandat, il ne va pas accepter qu'on alterne. Alors, on lutte. Le problème est que même ceux qui obtiennent le pouvoir, ils n'ont pas cette mentalité de dire que j'ai un terme, alors que mon terme n'est pas fin, je vais partir et laisser les autres. Vous accédez au pouvoir, vous cherchez des moyens illégaux et vous les rendez légaux pour continuer de régner, parce que c'est là que vous tirez de quoi à vivre. Merci, M. Nzeimana. Mais, M. Moustache, regardez par exemple les élections dans nos pays. C'est une vraie source d'affrontement. C'est une vraie source d'affrontement. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'il manque que l'Africain n'a pas intégré et qui fait qu'il faut toujours qu'il y ait des affrontements quand il y a des élections? C'est vrai qu'il y a quelques exceptions. Et je vais plus loin dans ma question. En vous disant, mais on a adopté des chartes, on a des constitutions qui régissent dans nos pays. Mais les peuples ont adhéré à ces constitutions-là. Mais comment se fait-il qu'à l'arrivée, on ne peut pas suivre? Par exemple, on dit il faut faire 2 mandats. Il faut faire 2 mandats. On le sait dès la base. Ce n'est pas qu'on a changé cela en cours de route. Mais qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, on ne peut plus suivre cette constitution-là et ceux qui sont là veulent toujours rester, même s'imposer par la force. Et ça crée beaucoup de conflits sur le continent. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce qu'il y a des règles aussi occidentales qui régissent cela et qui ne sont pas que la culture africaine n'accepte pas? C'est probable que peut-être que dans l'ensemble de l'évolution politique des pays africains, il n'y a pas eu quand même un trajet vers l'adoption, disons, de certains principes fondamentaux pour assurer que s'il y a quelqu'un qui est au pouvoir maintenant, il passe un moment pour faire son mandat, et après ce mandat, il y a un respect justement pour cette période de mandat et qu'il faut subir une autre élection. Peut-être ces pratiques ne sont pas là nécessairement. Ou bien peut-être ces pratiques sont là, mais ils sont complètement laissés de côté pour pouvoir promouvoir d'autres partis, peut-être l'ensemble des autres idées politiques. Et de là, alors, ça se fait qu'il y a des bagarres, des conflits qui arrivent en faisant cela. Monsieur Sabiti, est-ce qu'il faut alors décrire ou bien écrire les lignes d'une démocratie africaine, essentiellement africaine, complètement différente de la démocratie universelle, en tout cas occidentale, je veux dire? Si cela dépendait de moi, même le mot changerait pour le contexte africain, parce que
Je ne pense pas que la définition de la démocratie, l'essence même de la démocratie, je pense que ça a un côté beaucoup plus culturel et ça a évolué, c'est vrai. Je pense qu'il faut à chaque fois contextualiser les choses et c'est là que même parfois on tombe dans le piège du mot même démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Comment est-ce qu'une société évolue? À quel point une société est éduquée pour comprendre certaines choses. Aujourd'hui, je pense que, regardez, c'est très simple, peut-être monsieur du Seychelles peut bien l'expliquer. Est-ce qu'aujourd'hui on a même nos populations, même la classe des gens qu'on appelle les intellectuels, combien comprennent au moins les rouages de l'économie? Quand est-ce qu'il y a une inflation? Quand est-ce qu'il y a quand est-ce qu'une économie est bousculée? Tout ça, ce sont des choses, même les gens qui se disent être passés sur le banc de l'école ont du mal vraiment à comprendre. Alors, que dire de cette démocratie? Rappelez-vous, combien de nos pays ont une indépendance de plus de 100 ans aujourd'hui sur le continent? Il faudrait aussi revenir sur le passé de notre continent. Pendant que les autres se construisaient, pendant que les autres prenaient le temps de comprendre même cette démocratie dont aujourd'hui on essaie de nous vendre au nom de tout ce qu'on veut, nous on était quoi? On était Donc vous voulez dire que les crises qu'on observe aujourd'hui, c'est un passage obligé? Il faut laisser l'Afrique faire, faire son expérience, il faut le dire sans embâche, je pense que nous avons hérité des indépendances et même les gens aujourd'hui, c'est facile. Laissez-moi parler de l'Occident. Non, on n'ira pas trop loin du sujet parce que notre parle des questions chose est sûre, c'est parce que une petite fenêtre pour parler de démocratie. Finissez là-dessus. Cette démocratie aujourd'hui, qui sont les maîtres, qui sont les donneurs des leçons de cette démocratie? C'est l'Occident qui dicte les règles de la démocratie. Est-ce que cet Occident au moins comprend le rouage ou la manière de fonctionner de nos sociétés? Merci M. Sabiti. Alors M. Nizeyimana. Je dirais que quand même, si on parle de la démocratie pour l'Afrique, on ne veut pas quand même oublier les principes de la démocratie. À ce qui concerne de donner la population de tel ou tel pays la voie de s'exprimer, de leur assurer le nécessaire en économie, de leur procurer les infrastructures. Mais à ce qui concerne la particularité de l'Afrique, serait peut-être de cette application, de cette appropriation les coupler avec la culture. Mais les principes démocratiques, je pense que ce sont universels et ces principes doivent être respectés, mais le détail de l'application, c'est ce qui doit différer. Mais donc, quand même, on ne va pas passer... On accepte les principes de base d'une démocratie universelle. Maintenant, dans l'application, il faut créer encore des sous-chapitres pour les Africains. Mais vous pensez que ça va fonctionner? Oui, ça peut fonctionner. Madame Barichako, comment est-ce que ça peut fonctionner cela? Ça peut fonctionner parce que chaque pays a ses défis et chaque pays a ses particularités. Nous avons par exemple au Burundi un pays où il y a des groupes ethniques. Ce système doit tenir compte de ces groupes ethniques. Nous avons un pays où une bonne partie de la population n'est pas alphabétisée. Il faut que ce système tienne compte de cette particularité. Nous avons un pays qui a un niveau de développement faible. Il faut que cette démocratie que nous adoptons tienne compte de ce défi parce qu'il faut absolument le relever si on veut assurer qu'il n'y aura pas de conflits et de problèmes de paix et sécurité. Donc chaque pays a ses défis qu'il doit intégrer dans le système qu'il choisit, le système de démocratie. La démocratie, c'est la démocratie. Les principes sont les principes de démocratie, mais il faut les appliquer à son environnement. Et je crois que ça, c'est le leadership qui le détermine. Et c'est quand le leadership l'a déterminé, quand il a fait bien développer sa vision, il faut la partager. Il faut la partager avec son peuple, parce qu'une vision qui n'est pas suivie par le peuple, ce n'est pas une vision. Ça devient, quelque chose que... Ouais. Les groupes armés qui existent aujourd'hui fondent leur force
sur les armes dont ils disposent. Mais il faut reconnaître une chose, que les armes, on n'en fabrique pas en Afrique. Et puis, il y a de sérieux problèmes de faim sur le continent. Mais les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, mais ils arrivent à se procurer des armes. Il y a de quoi se poser de vraies questions. Est-ce que vous expliquez cela, M. Moustache? D'où proviennent ces armes-là? Parce que vous voyez des gens qui, hier, n'avaient rien. Ils n'avaient même pas de quoi s'offrir 3 repas. Et du jour au lendemain, vous les voyez avec des armes. Les armes-là proviennent d'où? Ils ont les moyens, ils ont trouvé les moyens pour pouvoir se les acheter. Effectivement, alors, les statistiques disent qu'au sud du Sahara, il y a plus de 200 millions de gens qui souffrent de la faim et de la pauvreté. Alors, s'il y a si tant de personnes qui souffrent de la pauvreté, comment ils arrivent à procurer les armes? Alors, c'est évident que les démarches qui sont menées pour sécuriser les armes viennent de l'extérieur. Alors, de l'extérieur, sûrement, il y a peut-être des intérêts qui constatent que peut-être pour pouvoir soutenir l'État de l'Afrique, l'ensemble de l'État de l'Afrique comme il est maintenant, c'est justement de soutenir des conflits armés internes du pays, mais aussi externes du pays. Mais regardez, par exemple, un pays comme le Nigeria. Vous regardez le combat que mène l'armée nigériane contre la secte Boko Haram. Regardez le combat que mène le Cameroun contre la secte Boko Haram. On a détruit pas mal d'armements de ce groupe armé. Et pourtant, ils sont encore suffisamment armés. Mais à quel moment ces armes-là sont entrées dans le pays? Où étaient les gouvernants? Que autant d'armes entrent sur le territoire et que personne ne s'est douté de rien. Et ce n'est qu'au moment où ils ont commencé par faire usage de ces armes-là qu'on a dit attention, il faut s'armer pour aller les défendre. Nos frontières sont-elles devenues aussi poreuses? Poreuses. Effectivement, c'est bien le cas. Parce qu'au nord du Nigeria, au nord du Cameroun, c'est le Sahara. Et au nord du Sahara, c'est tout l'ensemble du monde islamique, disons. Et dans ce désert, dans cet immense désert, il n'y a pas de contrôle. Il y a des anciennes routes qui sont encore bien fréquentées et qui sont mal gérées, justement. Et de là, alors, les possibilités que toutes ces armes peuvent infiltrer dans les pays qu'on parle. Mais certains analystes, Mme Baïkako, sont formels en disant que au-delà de la porosité des frontières, il doit y avoir quand même une complicité au sommet de ces États-là pour qu'autant d'armes arrivent à entrer dans le pays sans que personne ne se doute de rien. C'est effectivement une question qu'on peut se poser. Je crois que le problème majeur, nous avons dans beaucoup de pays africains des dirigeants qui sont occupés à autre chose qu'au développement de leur pays. Ils perdent la connexion avec leur peuple. Mais ils s'occupent de quoi alors? De leurs intérêts, d'eux-mêmes, d'accumuler le plus de richesses possible, de s'assurer qu'on reste au pouvoir aussi longtemps qu'on le veut. Et je crois que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a un vide, le système devient fragilisé, tout peut entrer. Alors, ils arrivent même à faire des contrats, je dirais, illégaux, avec des groupes qui veulent exploiter notamment des richesses du pays. Et ils leur vendent des armes, ils leur vendent... Bon, il y a tellement de choses qui peuvent arriver quand on est déconnecté des besoins et des préoccupations de son peuple, quand on n'a plus au centre de sa préoccupation la nation. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. On achète les armes parce qu'on n'est pas sûr de son peuple. On pense que son peuple va l'attaquer à un moment donné. On commence à acheter les armes. On pense qu'on va vous chasser du pouvoir ou que vous ne pourrez pas rester. Alors vous commencez à acheter les armes. Je crois que tout ça, c'est l'insécurité liée au fait que le leadership n'est pas vraiment connecté au peuple. Et je crois que c'est ça la question majeure qui mine même les élections dont vous parliez tout à l'heure. On va aux élections en se disant « je dois gagner ». En Afrique, les dirigeants africains ne vont jamais aux élections en se disant « je vais compétir, si je gagne, très bien, si je ne gagne pas, j'attendrai mon tour ». Il n'y a pas de « j'attendrai mon tour », on veut absolument gagner et quiconque n'a pas gagné considère que les élections n'ont pas été justes et crédibles et c'est la guerre. Alors moi je crois que la question des élections, c'est une question que
l'Afrique doit devoir gérer. Ce n'est nécessairement pas certain que le système électoral que nous utilisons soit effectivement notre système. Mais c'est à nos dirigeants de savoir le système qui est approprié, encore une fois, à nos conditions. Mais il ne faut pas qu'on voit les élections comme une fin en soi. Les élections, c'est un outil de démocratie qu'on veut utiliser comme un outil, mais pas comme une finalité. Tout ce qu'on investit dans les élections, comme moyen, comme temps, comme politique, on mobilise toute la population. La population passe des mois et des mois sans travailler parce qu'il y a des élections en vue. Mais on ne mange pas les élections. Donc moi je crois que tout ça c'est un problème de leadership. Et si on veut résumer nos problèmes ici en Afrique de paix et sécurité, c'est des problèmes de leadership. Merci Madame. Dans quelques instants, nous allons établir la liaison avec le Convention Center où se tient ce 27e sommet de l'Union africaine ici au Rwanda, d'où nous émettons en direct pendant que Thierry Ngonga, notre envoyé spécial, se met en place. Je vais juste poser une petite question à M. Sabiti. Alors, on a parlé des problèmes économiques que connaissent les peuples africains et on a dit aussi que c'est parce qu'il y a ce plan économique qu'ils ont, ils veulent revendiquer certaines choses, ils prennent les armes, vous avez dit. Quand je n'arrive pas à manger à ma faim, et quelqu'un veut me proposer une âme, pourquoi je ne lui demande pas, je n'ai pas besoin d'âme, mais j'ai besoin de nourriture? Parce qu'il faudrait qu'on se pose vraiment la question. Sinon, si on ne pose pas les bons diagnostics, on va apporter de mauvaises solutions. La personne n'a pas mangé. Il veut quelqu'un qui va lui procurer quelque chose qu'il va manger. Mais en lieu et place de ce que la personne, ce que lui attend, on vient lui proposer une âme. Pourquoi il prend l'âme, il ne demande pas ce qu'il va manger? Ça, c'est un. Et s'il dit, bon, la personne lui propose une âme avec de la nourriture à côté, il n'est pas obligé de faire usage de l'âme qu'on lui a donnée. Il peut prendre quand même le repas qu'on lui a donné. Si tant est que c'est parce qu'il a faim qu'il veut prendre les âmes, est-ce qu'il y a de vraies revendications? Est-ce que ce n'est pas une fragilité d'esprit de ces gens-là qui prennent les armes, M. Sabiti? En 30 secondes, s'il vous plaît. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Lorsque vous avez une jeunesse, regardez qui mène le combat sur le terrain, cette rébellion-là, tout ça. Ce sont des jeunes, ce ne sont pas des vieux qui sont sur terrain pour combattre. C'est ces jeunes-là dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsque ces gens n'ont pas eu la chance d'être éduqués, si ces gens n'ont pas compris vraiment, c'est que si ces gens ne croient pas en leur avenir, rien n'assure leur avenir, eh bien, n'importe qui viendrait vendre des idées aussi nocives que soient-elles. C'est très facile de venir lui dire, écoute, si tu ne manges pas, alors prends une arme, on va à la présidence, je vais faire de toi un chef, un général, un colonel, et puis tu auras droit à tout ce que tu veux. C'est très facile, mais je ne pense pas que toutes ces rébellions-là vont faire des recrutements dans des universités. Non, non. C'est justement, ils profitent de cette fragilité d'une jeunesse qui n'a pas eu la chance, qui n'a pas été mise dans des conditions favorables pour comprendre au moins où se dirige le pays. Lorsque les jeunes sont là, aucune chance, sans éducation, aucune vision, eh bien, ce pays-là ou ce continent, il est voué à ce que nous voyons aujourd'hui. Nous allons établir la liaison avec le Convention Center où se trouve Thierry Ngonga. Alors Thierry Ngonga, on parle de défis sécuritaires. Certainement que dans les coulisses du sommet aussi, on en parle. Alors, qu'est-ce qui se dit là-bas concrètement, Thierry? Alors, Babila, je suis avec M. Youssouf Abbas Salah, qui est le ministre tchadien de la Justice et des Droits de l'Homme. Merci, M. le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, je voulais vous poser la question. L'Union africaine est confrontée à d'énormes difficultés sur le continent. Il y a beaucoup de pays qui sont en conflit. Que pensez-vous de l'action qu'elle mène pour essayer de résoudre ces conflits-là, notamment les missions qu'elle envoie sur le terrain? Bien sûr, la question sécuritaire est la priorité des priorités dans l'agenda de l'Union africaine. Il est évident que sans sécurité, il ne peut pas y avoir ni développement, ni unité africaine. Donc c'est pour ça que je crois que la Commission paix et sécurité, à travers la Commission de l'Union européenne, font des efforts extrêmement importants, que ce soit dans le cadre de sommets comme celle-là, ou bien en dehors des sommets aussi, des activités de manière à apporter la sécurité et la paix sur le continent.
Les défis, effectivement, sont importants et ils sont grands. Hein. J'en sais l'ampleur et aussi la diversité, la complicité de toutes ces questions. Mais, comme on le dit, les diplomates disent tout problème a une solution. Donc, il faut que, sur le plan diplomatique, des actions puissent être menées intensément pour résoudre là où on peut. Et dans les autres, il faut aussi apporter d'autres mesures, des moyens supplémentaires pour pouvoir définitivement régler tous les conflits. Ça sera un peu prétentieux, mais essayer de régler autant que peu les conflits qui peuvent surgir et prévenir surtout aussi les conflits. Donc tout un mécanisme existe au niveau de l'Union africaine qui peut se faire dans la mesure de ses possibilités pour régler ces situations. Quand vous dites des moyens supplémentaires, c'est des moyens financiers par exemple pour ces contingents? Absolument, il faut avoir toujours les moyens supplémentaires, il faut en avoir. L'Afrique en elle-même ne pourrait pas parfois déployer autant de dispositifs sécuritaires, militaires sur des champs. L'Afrique est très vaste, pour pouvoir faire des opérations, ça sera pareil, un peu difficile, d'où la nécessité pour la communauté internationale d'appuyer l'Union africaine et faire une synergie d'action de manière à éviter que les situations puissent s'exploser et devenir encore plus difficiles pour pouvoir résoudre. C'est pourquoi je mets plus d'attention sur la prévention et une action de synergie, de coordination avec le Conseil de sécurité, avec les Nations Unies, avec tous les organismes qui interviennent dans le cadre de la sécurité, avec les États aussi, de manière à optimiser, à fédérer les actions pour aller de l'avant dans la sécurisation qui est une condition sine qua non pour notre survie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Voilà, Babilas, je vous renvoie à l'antenne pour la suite de votre débat. On était donc avec le ministre tchadien de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Youssouf Abba Salah. Merci beaucoup Thierry Gongan. Nous revenons sur ce plateau et je vais donner lecture d'une réaction d'un téléspectateur. On va répondre rapidement et rendre l'antenne afin de pouvoir marquer une pause dans cette émission. Monsieur Alphonse Thierry Donhou de Cotonou, il nous décrit, il dit « Moi, je me demande pour quelles raisons nos chefs d'État acceptent d'abriter des bases militaires des Occidentaux. C'est la source de nos malheurs. Dites-nous combien de fois ces bases militaires sont intervenues contre Boko Haram. » Monsieur Nzeimana, répondez à ce téléspectateur. Est-ce que le fait d'abriter des bases militaires sur nos territoires, est-ce que ça dérange quelque chose en termes de sécurité? Non, je lui dirais non. Et pourquoi? Ces pays qui établissent des bases militaires en Afrique, ils ne le font pas pour l'Afrique. Ils le font pour les intérêts qu'ils protègent en Afrique. Nous l'avons vécu ici au Rwanda. Lorsque nous avons eu des missions de l'ONU qui étaient au Rwanda pour un peu sécuriser les Rwandais. Pour le maintien de la paix. Oui. Lorsque le génocide a amorcé, ils ont pris des fuites. Ils ont fait évacuer les Occidentaux qui étaient au Rwanda et laissant les Rwandais mourir sur la route, même dans des établissements dans lesquels ils hébergeaient. Ils ont laissé les innocents mourir devant leurs yeux. Alors, ces bases militaires, ils sont là pour protéger les intérêts de ces Occidentaux-là, parce que nous avons vu qu'ils n'ont jamais intervenu en aucun cas, sauf là où les sortissants des Occidentaux, ou bien leurs intérêts sont menacés. Merci, M. Nzeimana. Nous allons maintenant attaquer les vraies solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation-là? Est-ce que l'Afrique va continuer à être un continent conflictogène? C'est des choses que nous allons voir quand même dans la toute dernière partie de cette émission. Mais avant, on va faire un clin d'œil à nos annonceurs, chers téléspectateurs. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants.